Je serre mon badge bleu entre deux doigts tremblants, planté devant la porte vitrée du bureau du directeur, au 6e étage de l'immeuble haussmannien de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Le couloir sent le café froid et la moquette humide. Paris s'étire derrière les fenêtres, mais à l'intérieur, l'air est figé. Il est 8h59 à 9h, il m'appellera Madame Marchand comme on prononce une faute à corriger. La poignée tourne. J'entre. Monsieur Delambre ne lève pas les yeux. Il redresse son poignet pour contempler sa montre suisse, puis froisse la lettre que je lui tends. 60 ans, Hélène. Vous le savez, non? Il faut laisser place au 109. Sa voix tombe, nettoyée de toute hésitation. Une assistante prend des notes sans me regarder, le cliquetis de son clavier découpe ma dignité en petits morceaux. On parle de réorganisation, de volatilité du marché, de coût de structure. Mais moi, je n'entends que la pluie qui démarre sur les rebords en zinc, comme si Paris elle-même s'en excusait. Quand il finit, il me pousse un dossier manucuré. Proposition de départ. Geste commercial. Je lis sans lire. 28 ans dans la même maison, maison Delambre, papeterie de luxe devenue empire d'emballage premium, et me voilà réduite à une colonne Excel qui ne rentre plus dans la feuille. Ma gorge pique, mon dos est droit, ma bouche est sèche. Je pense à ma mère, caissière à Montreuil, à ses mains vrillées par les fins de mois et par la pudeur. Je pense à ma fille, Anaïs, qui m'écrit « Maman, tu tiens » entre deux correspondances du RERA. Je range le badge. Le geste est infime et pourtant tout bascule. Dans le reflet du vitrage, je vois une femme de 60 ans qu'on vient d'humilier. Mais sous la surface, juste sous la peau, une braise. Pas encore une flamme, non. Une braise qui dit « Tu n'es pas fini ». J'ouvre la porte. Le couloir m'attend. Paris aussi. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Nantes, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, ou peut-être depuis un petit village qui a le cœur plus vaste que n'importe quelle métropole. Votre ville, votre quartier, votre café préféré, écrivez-les. Je veux vous lire, vous imaginer, et raconter cette histoire avec vous. La première fois que j'ai compris que la honte a une odeur, c'était ce matin-là, un mélange de café rassis, de papier humide et de parfum cher qui s'évapore trop vite. Dans l'open space brillant comme une salle de bain, les bureaux alignés de Maison Delambre reflétaient des vies très ordonnées, des ambitions plastifiées, des sourires millimétrés pour LinkedIn. À 60 ans et chaque ride comme une ligne d'écriture sur la peau, j'étais devenue la note de bas de page d'un roman que l'on réimprimait sans moi. J'avais connu la maison à l'époque où l'on sentait encore l'encre et la fibre du papier sous les doigts, quand on parlait de grammage comme de poésie. Nous étions peu nombreuses, surtout des femmes avec un œil sûr et le goût de la précision. Dans le vieux bâtiment de la rue de Turenne, le matin laissait aux presses un murmure d'église, on respirait lentement, on s'adressait la parole en regardant vraiment. Puis le luxe s'était mis à courir, packaging, premium, contrats internationaux, storytelling, KPI, roadmap, upsell. La poésie dut faire de la place aux chiffres, et mon expertise, elle, n'entrait plus dans les tableaux de bord. Ce matin-là, j'avais mis mon tailleur bleu marine, celui qui me donnait l'air imperturbable. Je voulais qu'il me trouve solide. Je voulais me trouver solide. Je savais que les semaines derrière moi n'étaient qu'un préambule, des réunions sans moi, des mets où mon nom disparaissait, des regards qui glissaient comme si je retournais à l'état translucide. À l'accueil, Chloé m'avait souri un sourire de 25 ans, pur comme un page blanche. « Bonjour, Madame Marchand. » Comme si rien n'allait arriver. La politesse a ce pouvoir, elle maintient les murs en place pendant que le sol s'ouvre sous vos pieds. Quand je suis sortie du bureau de Delambre, tout paraissait excessivement net, les plantes vertes trop vernies, les fauteuils design qui semblaient observer ma défaite avec leurs yeux de cuir, l'ascenseur dont la paroi inox renvoyait mon reflet en morceaux. J'ai appuyé sur RDC et j'ai laissé tomber ma main. Mes doigts cherchaient un repère, l'angle d'un dossier, la tranche d'un carnet, le bord rassurant d'une table. Rien. Juste l'air et la sensation d'être devenu un fantôme entre deux étages. À l'extérieur, Paris avait pris une teinte métallique. La pluie fine cousait ensemble les boulevards et les visages. Je me suis abritée sous la marquise d'un café à 2 rues de là,
le temps retrouvé un nom ironique, presque impoli, qui me fit sourire malgré moi. La serveuse a posé un verre d'eau, puis un café serré. J'ai regardé la surface noire. On dit que l'avenir s'y lit parfois, je n'y voyais qu'un fond épais de silence. Autour de moi, la ville déroulait ses rites, les scooters, les baskets blanches, les parapluies pressés, les écouteurs aux oreilles, et j'ai compris la violence la plus subtile, quand le monde continue exactement comme si vous n'existiez plus. Je n'ai pas pleuré. Ou alors, si, mais à l'intérieur. Il y a des larmes que le corps garde pour lui, qui coulent dans la cage thoracique et descendent jusqu'au ventre comme une pluie de cailloux. J'ai pensé à mon père, ouvrier imprimeur à Pantin, qui me répétait « Hélène, on ne jette pas un savoir-faire, on le transmet ». Sa voix m'est revenue comme un papier ancien qui craque un peu quand on le déplie. J'ai pensé à Anaïs, ma fille, au message qu'elle m'envoyait entre deux correspondances de RER, « On dîne ensemble ce soir ? Je passe chez toi. » Elle savait. Les enfants savent avant qu'on prononce quoi que ce soit, ils entendent les fissures. Je suis rentrée à Montreuil par la ligne 9. Dans le wagon, les publicités me promettaient des vies plus lumineuses, à crédit raisonnable, à taux promotionnel. J'ai caressé machinalement la couture de mon sac. Soudain, une vieille habitude m'a reprise, compter. Les soldes sur mon livret A, le préavis, les charges, l'électricité, les courses, l'abonnement Navigo, les lunettes dont j'avais besoin, les dents qu'il faudrait resoigner. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Ils sont parfois cruels, mais ils disent la vérité quand tout le reste raconte une autre histoire. À la maison, l'odeur de lessive m'a accueilli la première. J'habite un 2 pièces au 4e sans ascenseur, parquet grinçant, murs qui ont entendu mes joies et mes effondrements, cuisine trop petite et fenêtre trop grande sur le ciel de l'Est parisien. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures, gardé mon manteau sur les épaules comme si je n'osais pas déplier ma vulnérabilité. La bouilloire a chanté. J'ai bu du thé trop chaud, brûlant, pour sentir quelque chose d'autre que cette brume en moi. J'ai ouvert un tiroir. Au fond, une boîte plate en fer, mes trésors de papier. Vieux échantillons de l'ambre, vélin ivoire, verger bleu nuit, un coucher mat 350 grammes qui a fait ma fierté, un jour de 1999, quand un grand client avait effleuré la carte en murmurant « On dirait une peau qui respire ». J'ai passé mes doigts sur ces feuilles comme sur un visage aimé. J'ai senti le grain, les fibres, le poids. Et dans ce geste, j'ai commencé à me retrouver. Pas à me sauver, c'était trop tôt. Juste à me reconnaître. Le soir, Anaïs est arrivée avec des fleurs du marché de Vincennes, des renoncules oranges et blanches, lumineuses comme des lanternes. Elle a posé le bouquet, m'a regardé longtemps, puis m'a serré contre elle sans rien dire. Le silence, parfois, est le langage le plus intense. Après le repas, une soupe simple, un peu de fromage, du pain bien croustillant, elle a brisé la surface immobile. « Maman, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Respirer, ai-je répondu. Elle a souri. On va commencer par ça. Je me suis couché tôt, mais le sommeil est resté de l'autre côté de la porte. J'ai revu la scène comme un film muet réglé sur boucle, la montre suisse, la lettre froissée, le 109, la moquette humide. J'ai pensé à toutes celles, mes collègues, mes amis, des inconnus, qu'on pousse poliment vers la sortie à l'instant même où elles contiennent le plus grand capital, la mémoire des gestes, l'intelligence des matières, cette manière de tenir un projet quand il tremble. J'ai senti monter une colère sans cri, une colère propre, presque hygiénique, comme l'envie subite de laver quelque chose de très ancien. Vers 3 heures du matin, je me suis levée. J'ai allumé la lampe de la cuisine. J'ai repris mes échantillons, un carnet ligné, un stylo à l'encre bleue profonde. Et j'ai écrit. Tout. La honte, l'humiliation, les années, les détails, les odeurs, les mots creux, les sensations précises. J'ai écrit comme on respire après une apnée trop longue. Et au milieu d'une phrase, s'est glissé un morceau d'idée, minuscule, impoli, obstiné, et si je reprenais, le papier ? Pas de l'ambre, non. Pas cette forteresse lisse. Mais le papier vrai, des séries courtes, des fournitures fines, du sur-mesure pour des petites maisons, des artistes, des mariages, des ateliers de fleurs, des chocolatiers, des libraires qui aiment encore caresser les couvertures. J'ai relu la phrase. Elle battait.
Elle était vivante. Au petit matin, le ciel était laiteux sur Montreuil. Le jour entrait sans forcer. Je n'avais pas dormi, mais j'avais arrêté de tomber. La chute, je l'avais traversée de part en part. Il ne restait plus, devant moi, qu'un couloir étroit, incertain, mais praticable. J'ai bu un café debout, je me suis regardé dans le miroir de l'entrée, cheveux en bataille, yeux fatigués, mais une lueur au fond, et j'ai compris que quelque chose, là, venait de commencer. Une braise. Une ligne de départ. Un presque rien prêt à devenir tout. Et c'est précisément quand l'idée paraît trop petite pour le monde, que le monde commence, sans bruit, à se rétrécir pour venir à sa rencontre. Le lendemain, un message inattendu a atterri dans ma boîte mail, le genre de message qui pose une question simple et ouvre un gouffre. Hélène, vous seriez partante pour un café? J'ai un projet qui aurait besoin de vos mains. Le message s'affichait en haut de ma boîte mail comme une luciole dans un ciel trop noir. Expéditeur, Juliette Morel. Sujet, café? J'ai cliqué sans réfléchir, comme on ouvre une fenêtre pour respirer après une nuit étouffante. Et Hélène, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Nous avons travaillé ensemble sur la gamme Écrin en 2008. J'aimerais vous voir. J'ai un projet en tête qui aurait besoin de vos mains. Demain, 15h, café de Flore? J'ai lu et relu. Mes mains tremblaient légèrement. 15 ans. 15 ans qu'une simple collaboration laissait encore une trace dans quelqu'un. 15 ans, et moi, j'avais l'impression d'être effacé en une seule matinée par une signature de directeur. Le lendemain, j'ai traversé Paris comme on traverse une forêt pleine de pièges. Métro bondé, regards indifférents, escaliers qui grincent. Boulevard Saint-Germain, la pluie avait laissé derrière elle une lueur argentée sur les pavés. Le café de Flore se tenait là, immuable, ses nappes blanches et ses miroirs comme autant de promesses de conversation inoubliables. Juliette était déjà installée, une écharpe rouge jetée sur ses épaules, ses cheveux courts qui la rajeunissaient, ses yeux pétillants comme si rien ne lui avait été arraché par la vie. Et Hélène. Quelle joie de vous voir. Sa voix m'a traversé comme un baume, mais aussi comme une gifle. Joie. De me voir, moi, qui n'étais plus qu'un dossier classé et inactif. Je me suis assise, j'ai serré la tasse chaude qu'on venait de poser. Elle m'a parlé de son chemin, elle avait quitté de l'Ambre peu après notre projet commun, écœurée par la tournure industrielle. Elle s'était lancée en indépendante, créant des gammes de papeterie artisanale pour des librairies, des ateliers d'artistes, des maisons de parfums confidentielles. Elle gagnait peu, parfois rien, mais elle disait avoir retrouvé son souffle. Il me manque quelqu'un qui connaît vraiment le papier, qui a le geste. Vous, Hélène. J'ai souri, un sourire un peu cassé. Juliette, je ne suis pas sûre. Je n'ai plus 20 ans. Je viens de perdre tout ça. Je n'ai pas fini ma phrase. Les mots être viré ou être humilié ne passaient pas ma gorge. Mais ses yeux ont lu à travers mes silences. Elle a posé sa main sur la mienne. C'est précisément pour ça que vous êtes la bonne personne. Vous savez ce que ça coûte, un vrai métier. Vous savez ce que ça vaut. J'ai quitté le café avec une carte griffonnée à un rendez-vous dans son petit atelier à Belleville. Mais en rentrant à Montreuil, l'angoisse est revenue. J'ai ouvert le frigo, presque vide. J'ai regardé mon compte en banque, solde fragile, déjà entamé par les factures. L'idée de repartir de zéro me glaçait. Et si je me ridiculisais? Et si je me plantais? Et si, après tout, Delambre avait raison, j'étais fini? Les questions me suivaient jusque dans mon lit, me secouaient à 3 heures du matin, m'enroulaient dans des draps froids. Le vide avait un goût métallique dans ma bouche. Anaïs me regardait souvent avec cette inquiétude contenue qu'ont les enfants adultes. Elle ne voulait pas m'étouffer, mais je voyais ses yeux courir sur moi comme pour vérifier que je tenais encore debout. « Maman, tu veux que je t'aide financièrement un peu ?» J'ai secoué la tête. « Non. Ce n'est pas ton rôle. » Elle a insisté doucement, « Ce n'est pas une dette. C'est une main tendue. » Mais mon orgueil, mon fichu orgueil, me retenait. J'avais peur qu'accepter de l'aide signifie reconnaître ma défaite. Pendant des jours, je me suis retrouvée à errer dans Paris sans but.
Les vitrines scintillaient déjà de décorations de Noël, les passants portaient des sacs débordants de cadeaux, et moi, je marchais avec mes poches vides et mon cœur creux. Je m'arrêtais parfois devant des librairies indépendantes, le nez collé à la vitre, à contempler les couvertures cartonnées, les éditions limitées, les carnets reliés à la main. Je reconnaissais la qualité d'un papier d'un simple coup d'œil, comme un ancien musicien reconnaît une note juste. Mais ce talent-là, à quoi me servait-il encore ? Une nuit, incapable de dormir, je me suis levé et j'ai ouvert la boîte métallique de mes échantillons. J'ai disposé sur la table mes vélins, mes vergers, mes couchers. J'ai allumé une bougie. J'ai caressé chaque feuille, j'ai fermé les yeux, j'ai respiré leur odeur. Et soudain, j'ai compris, tout ce que j'avais perdu dans le bureau de Delambre n'était pas mon savoir. Ce qui l'avait froissé, c'était mon statut. Mais le geste, le grain, le regard, ça, personne ne pouvait me l'enlever. Le vide que je sentais, ce n'était pas l'absence de valeur en moi. C'était l'absence de place qu'on voulait bien me laisser. Alors j'ai écrit. J'ai rempli 3 pages de carnet avec une idée floue, et si je créais quelque chose de minuscule, de modeste, mais à mon image ? Pas une multinationale, pas un empire, juste un atelier où le papier respirerait encore. J'ai écrit jusqu'à ce que la fatigue m'emporte. Et au matin, en relisant, j'ai senti un mélange étrange, toujours la peur, mais dessous, un frisson qui ressemblait à une promesse. Quelques jours plus tard, je me suis rendu chez Juliette à Belleville. Un atelier minuscule, des piles de carnets colorés, des rubans, des papiers aux reflets subtils. Elle m'a montré ses carnets vendus à une petite librairie du Marais. Ses clients n'étaient pas nombreux, mais fidèles. Il faudrait élargir. Offrir plus de gamme. Des choses plus ambitieuses. Mais seuls, nous ne pouvons pas. À 2, peut-être, elle me parlait, et je voyais dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la foi en moi. Ce soir-là, en rentrant, je me suis arrêté sur le pont Marie. Le vent balayait la Seine, les lumières des péniches clignotaient, et je me suis senti à la fois minuscule et immense. Minuscule, car tout semblait hors de portée. Immense, car j'avais encore le choix. Et c'est peut-être ça, le vrai luxe à 60 ans, se rendre compte qu'on peut encore choisir. Même dans la douleur. Même dans le vide. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'allais dire oui à Juliette. Pas parce que je croyais déjà au succès. Mais parce qu'il valait mieux tomber en avançant que mourir debout dans un vide imposé. Ce « oui », je ne savais pas encore, allait devenir la pierre angulaire de tout ce qui allait suivre. Dire « oui » peut sembler anodin. 2 lettres, une syllabe, un souffle bref. Mais ce soir-là, dans mon petit appartement de Montreuil, ce « oui » avait le poids d'un continent. J'avais dit oui à Juliette, oui à la peur, oui à la possibilité d'échouer. Mais surtout, j'avais dit oui à moi-même, pour la première fois depuis longtemps. À 60 ans, humilié par un patron qui m'avait rayé de son empire, j'avais décidé que ma vie ne se réduirait pas à une signature au bas d'un plan de licenciement. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans l'atelier de Belleville. Juliette avait apporté des croissants, moi un carnet tout neuf. Nous avons parlé des heures. Elle voulait que nous imaginions une petite ligne de carnets artisanaux, fabriqués à la main, avec des papiers que je saurais choisir, marier, sublimer. Elle avait déjà des contacts avec 2 librairies et une boutique de fleurs du Marais. Ce ne sera pas grand-chose au début, mais ça peut grandir. Ses yeux brillaient, et je sentais en elle une foi que je n'avais plus. J'ai passé mes doigts sur les premiers échantillons. Un verger ivoire, un coucher satiné, un papier japonais aux fibres visibles comme des veines. Mon cœur s'est serré. Tout ce savoir-faire que j'avais cru enterrer revenait dans mes mains. Chaque feuille me rappelait un souvenir, un client émerveillé, une commande prestigieuse, des nuits passées à régler une nuance de blanc. J'avais été effacé par Delambre, mais mon geste, lui, était intact. Et dans ce geste, je retrouvais une part de mon identité. Les jours suivants, j'ai commencé à fréquenter les fournisseurs. Rue du Pont-aux-Choux, un papetier m'a reconnu. Madame Marchand ? Ça fait longtemps. On ne vous voyait plus. J'ai rougi, honteuse, mais aussi fière. Quelqu'un se souvenait encore de moi. J'ai choisi des papiers, négocié des prix, senti les fibres.
Chaque transaction me donnait l'impression de reprendre une bouffée d'air après une longue apnée. Juliette et moi avons passé des soirées entières à découper, relier, assembler. L'atelier sentait la colle, le cuir, l'encre. L'odeur d'un commencement. Mais le véritable basculement est arrivé un samedi après-midi. Nous avions terminé une dizaine de carnets reliés main, aux couvertures de papier marbré. Juliette m'a convaincu de les présenter dans une librairie indépendante de la rue Vieille du Temple. La gérante, une femme élégante aux lunettes cerclées de rouge, a pris un carnet, l'a ouvert, l'a effleuré du bout des doigts. Son silence a duré quelques secondes interminables. Puis elle a murmuré, « C'est magnifique. Combien puis-je en prendre ?» Je me suis tournée vers Juliette, les yeux écarquillés. La gérante a commandé 20 carnets sur le champ. 20. Ce n'était pas une fortune, mais c'était un début. C'était surtout la preuve que nous n'étions pas folles. En sortant de la librairie, nous avons ri comme deux gamines. La pluie s'était arrêtée, le soleil dorait les pavés du marais, et j'ai senti mes joues chauffées par un bonheur oublié. Je me suis dit, voilà. C'est ici que ça recommence. Ce n'était pas un triomphe, pas encore, mais c'était un frisson, une première fissure dans le mur de mon vide intérieur. Le soir, chez moi, Anaïs m'attendait. Elle avait préparé des pâtes simples, avec du basilic frais. Quand je lui ai raconté la vente, ses yeux se sont embués. « Et tu vois, maman ? Je savais que tu n'étais pas finie. » Elle a pris mes mains, les a serrées fort. « Tu es forte. Tu as quelque chose qu'ils ne pourront jamais t'enlever. » Ces mots m'ont transpercé. Je n'avais pas encore la certitude du succès, mais j'avais retrouvé une certitude bien plus précieuse, ma valeur. Et c'est cette reconnaissance intime, plus que l'argent ou les carnets vendus, qui a marqué le véritable tournant. Les semaines suivantes, tout s'est accéléré. Juliette et moi avons travaillé sans relâche. Nous avons trouvé un nom pour notre petite maison, Atelier Lumière. Parce que nous voulions que chaque carnet, chaque feuille, soit comme une petite lampe dans l'obscurité quotidienne. Nous avons créé une première collection, carnets marbrés, cahiers de voyage, cartes postales artisanales. Petit à petit, des boutiques ont accepté d'exposer nos créations. Les clients revenaient, la demande agrandissait. Mais au fond de moi, le vrai point de bascule n'était pas seulement dans ces ventes. Il était dans ma manière de marcher dans la rue. Avant, je baissais les yeux, je serrais mon sac, j'avançais vite pour ne pas me faire remarquer. Désormais, je levais la tête. J'écoutais les conversations autour de moi, je regardais les vitrines, je souriais parfois aux inconnus. Je n'étais plus une ombre chassée par son ancien patron. J'étais une femme qui, à 60 ans, avait trouvé le courage de recommencer. Un soir de décembre, alors que je rangeais l'atelier, Juliette m'a dit, « Tu sais, Hélène, ce que nous faisons est fragile. Mais c'est beau. Et ça vaut plus que tout ce que j'ai connu dans les grandes boîtes. » J'ai hoché la tête. Oui, c'était fragile. Mais c'était à nous. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Pourtant, chaque renaissance apporte avec elle ses tempêtes. L'euphorie des débuts laissait place aux réalités du quotidien, factures, dettes, délais, doutes. Lutter contre le monde extérieur était une chose. Mais il fallait aussi affronter mes propres ombres, mes insécurités, mes cicatrices. La vraie bataille ne faisait que commencer. Chaque matin, je descendais les escaliers étroits de mon immeuble de Montreuil avec une énergie nouvelle, mais aussi avec une boule au ventre. L'atelier de Belleville était devenu mon refuge et mon champ de bataille à la fois. Refuge, parce qu'entre les papiers, les rubans et les carnets, je retrouvais ma respiration. Champ de bataille, parce que la réalité se rappelait sans cesse à moi, facture d'électricité, loyer de l'atelier, matières premières qui coûtaient bien plus cher que ce que nous pouvions vendre. La poésie du papier ne payait pas toujours le pain croustillant du matin. À l'intérieur, la lutte la plus sourde se déroulait contre moi-même. Je portais encore les cicatrices invisibles de l'humiliation. Dans mes rêves, je revoyais de l'ambre me tendre ce dossier froid, son regard vide, sa voix mécanique. Au réveil, ces mots résonnaient, il faut laisser place au sang neuf. Chaque fois que je coupais une feuille ou que je reliais un carnet, je me surprenais à douter, et si c'était vrai ?
Et si je n'étais qu'une vieille femme qui s'accroche à un métier dépassé? Ces pensées me poursuivaient comme des fantômes, prêtes à m'engloutir au moindre faux pas. Juliette, elle, était plus légère. Elle croyait en nous avec une foi presque enfantine. Elle me disait souvent, « On n'a rien à perdre, Hélène. On a déjà perdu tout ce qu'on pouvait perdre. » Mais je savais que ce n'était pas vrai. Moi, j'avais encore Anaïs. Je voulais qu'elle me voie debout, pas effondrée. Je voulais qu'elle croie qu'une femme de 60 ans pouvait se réinventer, même quand le monde la croyait finie. C'était ma plus grande peur, la décevoir, lui montrer un modèle brisé. Les premières tensions sont apparues quand nous avons dû produire plus. La librairie du Marais voulait 50 carnets supplémentaires. Une boutique de fleurs demandait des cartes personnalisées pour la Saint-Valentin. Juliette s'enthousiasmait, « C'est formidable, non ?» Moi, je calculais, heures de travail, prix du papier, marge inexistante. Je me suis mise à veiller tard, à me lever tôt, à passer mes journées pliées sur la table de coupe. Mes mains se couvraient de petites coupures, mes yeux brûlaient. Le corps me rappelait son âge. Mais ma fierté refusait de plier. La lutte externe, elle, s'est incarnée un jour précis. Nous étions au marché de Noël de la place de la République, avec un petit stand décoré de guirlandes lumineuses. Les passants s'arrêtaient, caressaient nos carnets, souriaient, parfois achetaient. Et puis un homme, costume impeccable, est venu. Il a pris un carnet, l'a feuilleté, a levé les yeux. Je l'ai reconnu immédiatement. Un ancien cadre de Delambre. Il m'a toisé avec un demi-sourire, « Alors, Hélène, on vend des cahiers sur les marchés, maintenant ?» J'ai senti mes joues s'enflammer, mes jambes trembler. Tout mon passé revenait en une seule phrase, acide et méprisante. J'ai voulu répondre, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Juliette est intervenue, le regard vif, « Ces carnets, monsieur, ne sont pas des cahiers. Ce sont des pièces uniques. Et chaque pièce vendue nous rapproche de notre rêve. Vous devriez essayer d'en avoir un, peut-être que ça vous rendrait un peu plus humain. » L'homme a haussé les épaules et est parti. Mais moi, j'étais secouée. La blessure s'était rouverte. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné en rond dans mon salon, Anaïs endormie dans la chambre d'amis après un dîner rapide. Je pensais à cette scène, à ce regard moqueur, et à ma propre incapacité à me défendre. Était-ce ça, ma renaissance? Être encore humiliée, cette fois sur une place publique? Les larmes ont fini par couler, silencieuses, brûlantes. Mais au milieu de ce torrent, une voix intérieure a surgi, « Tu ne peux plus rester muette. Tu dois te lever, parler, défendre ce que tu construis. Sinon, tout cela s'effondrera. » Le lendemain, j'ai pris une décision. J'allais me former. Pas seulement au papier, je le maîtrisais déjà. Mais au reste, gestion, communication, réseaux sociaux. Des mondes qui me paraissaient étrangers, presque hostiles. Anaïs m'a aidé. Elle m'a ouvert un compte Instagram pour Atelier Lumière. Au début, je ne comprenais rien. Comment mettre un hashtag? Comment répondre aux commentaires? Mais petit à petit, j'ai appris. Et un jour, une photo d'un carnet marbré a atteint 500 j'aime. J'ai regardé ce chiffre comme un miracle. Moi, Hélène, ignorée par mon ancien patron, invisibilisée dans les open spaces, j'existais à nouveau, aux yeux d'inconnus qui appréciaient mon travail. Mais chaque victoire venait avec un coût. Les finances étaient toujours précaires. Il fallait payer le loyer de l'atelier, acheter des matières, investir sans savoir si cela rapporterait. Juliette et moi avons commencé à nous disputer. Elle voulait prendre des risques, investir dans une presse plus moderne. Moi, je craignais la faillite. Si on se plante, on n'aura plus rien, disais-je. Elle répondait, si on n'essaie pas, on n'aura rien non plus. Ces débats nous épuisaient. Mais au fond, ils étaient le signe que nous croyions toutes deux assez fort en notre projet pour nous battre pour lui. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait sur Belleville, je suis restée seule à l'atelier. Je travaillais sur une commande de carnet pour un mariage. Le silence était épais, seulement troublé par le bruit de mes ciseaux. Soudain, j'ai eu un vertige. Je me suis assise, la main sur le cœur. La fatigue, l'angoisse,
les nuits blanches me rattrapaient. J'ai fermé les yeux, et j'ai revu ma mère derrière la caisse de son petit supermarché, ses mains usées mais son dos toujours droit. Elle avait lutté toute sa vie. Et moi, j'avais son sang dans les veines. Alors, j'ai respiré, profondément. J'ai repris mes ciseaux. J'ai continué. La lutte interne et externe se mélangeait sans cesse. Les fantômes du passé me hantaient, le regard des autres me blessait, la peur de l'échec me tordait. Mais chaque carnet terminé, chaque client satisfait, chaque mot d'encouragement d'Anaïs posait une pierre de plus sur le chemin. Ce n'était pas un chemin pavé d'or. C'était un sentier escarpé, caillouteux, mais c'était le mien. Et je savais une chose, je ne reculerais plus. Puis un jour, au milieu de toutes ces luttes, est arrivé le premier vrai signe que nous étions sur la bonne voie. Ce n'était pas une grande fortune, ni un miracle tombé du ciel. C'était plus simple, mais infiniment précieux, le premier goût de la victoire. Il y a des jours où le destin se glisse dans une enveloppe, minuscule et pourtant lourde comme un avenir. Ce matin-là, au milieu des factures habituelles, j'ai trouvé une lettre frappée d'un logo doré. L'écriture raffinée indiquait « Maison d'art et de lettres d'invitation ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, quelques lignes sobres, « Nous avons découvert vos carnets artisanaux exposés dans la librairie de la rue Vieille du Temple. Votre travail a retenu notre attention. Nous serions honorés de vous accueillir à notre salon du papier et des arts graphiques, en tant qu'exposante. » Je suis restée immobile, la lettre serrée contre ma poitrine. Juliette est arrivée à l'atelier quelques minutes plus tard. Quand je lui ai tendu l'invitation, ses yeux se sont agrandis d'un éclat enfantin. « Tu comprends ce que ça veut dire, Hélène ? Ce salon, c'est la référence en France. Tous les passionnés, les artisans, les collectionneurs y viennent. C'est notre chance. » J'ai senti ma gorge se serrer. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas seulement l'impression de survivre. Je touchais une victoire. Petite, fragile, mais incontestable. Les semaines qui suivirent furent une course effrénée. Nous devions préparer une collection digne d'être présentée. Des carnets aux reliures marbrées, des papiers embossés à la main, des séries limitées de cartes avec dorures artisanales. Nous travaillions jour et nuit. Mes mains portaient les stigmates, coupures, brûlures, doigts gonflés. Mais mon cœur battait fort, comme à 20 ans. Chaque carnet terminé était une victoire en miniature, chaque paquet scellait une promesse. Le jour du salon, le grand hall de la maison d'art et de lettres brillait sous les lustres. Les stands se succédaient, artisans japonais, relieurs italiens, créateurs parisiens. Je me sentais minuscule au milieu de cette effervescence. Mais quand nous avons déballé nos carnets, disposés sur une table en bois clair, un silence s'est fait en moi. C'était beau. Pas luxueux au sens tapageur, mais sincère, pur, habité. Juliette m'a serré la main. Regarde-les, Hélène. C'est nous. Les premiers visiteurs sont arrivés. Certains passaient sans s'arrêter, d'autres jetaient un œil distrait. Mais soudain, une femme élégante s'est approchée. Elle portait un manteau de laine beige, une broche ancienne, et ses doigts effilés caressaient chaque carnet comme on caresse une relique. Elle s'est tournée vers nous. « Ces papiers, d'où viennent-ils » J'ai expliqué, ma voix tremblante au début puis plus assurée, le choix des fibres, l'art du marbrage, la patience des finitions. Ses yeux se sont illuminés. Elle a acheté 10 carnets. 10. Je n'en croyais pas mes oreilles. Puis d'autres clients vinrent. Des libraires, des artistes, des collectionneurs. Certains achetaient un carnet, d'autres passaient commande pour des séries. À la fin de la journée, nous avions vendu presque tout. Juliette et moi nous sommes assises, vidées, incrédules. Le vide que j'avais porté depuis ma chute se comblait d'un goût nouveau, celui de la victoire. Et pas n'importe quelle victoire. Celle qui dit, tu avais raison de continuer. Mais le moment le plus marquant ne fut pas une vente. Ce fut une rencontre. Alors que nous rangions, un homme d'une 50aine d'années, costume discret, lunettes fines, s'est approché. Il a tendu sa carte, directeur des achats, Galerie Lafayette. Mon souffle s'est arrêté. Il m'a regardé droit dans les yeux, votre travail a une âme. Nous cherchons une collection artisanale pour nos espaces créateurs.
Seriez-vous prête à en discuter? Juliette m'a regardé, incrédule. J'ai murmuré, oui. Bien sûr. À cet instant, j'ai su que le chemin s'ouvrait. Pas encore une autoroute, mais une route réelle, praticable. Le soir, de retour à Montreuil, Anaïs m'attendait. Quand je lui ai raconté la journée, ses larmes ont coulé sans retenue. Elle m'a serré fort. Tu vois, maman? Tu vois? C'était toi qui avais raison. Tu n'étais pas fini. Tu commences. Ces mots résonnaient en moi comme une prière exaucée. Le premier goût de la victoire, c'était cela, sentir mes proches fiers, me sentir digne à nouveau, me tenir debout non pas malgré mon âge, mais avec lui. Les semaines suivantes, la promesse des Galeries Lafayette s'est concrétisée. Un rendez-vous, une discussion, une commande initiale. Modeste, certes, mais symbolique. Entrer dans ce temple parisien du commerce, moi qui avais été mise dehors d'une multinationale, c'était comme franchir une frontière intérieure. J'avais gagné une bataille. Pas contre Delambre seulement, mais contre mes propres doutes, mes nuits blanches, mes humiliations. Je me souviens encore du premier jour où nos carnets ont été exposés en vitrine. Juliette et moi étions passées en clientes anonymes, marchant parmi la foule de touristes et de Parisiens. Et là, au milieu des sacs griffés et des vitrines étincelantes, nos créations. Le papier que j'avais choisi, coupé, relié, touché de mes propres mains. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Juliette a soufflé, c'est ça, la victoire. J'ai murmuré, oui, mais ce n'est que le début. Car une victoire, aussi belle soit-elle, appelle toujours un défi suivant. Les commandes augmentaient, les attentes aussi. Les finances restaient tendues, chaque succès devait être réinvesti. Je n'étais pas naïve, je savais que la route serait longue. Mais désormais, j'avais une preuve. Une preuve que mes mains, mon savoir, ma résilience pouvaient bâtir quelque chose qui valait. Et cette preuve me nourrissait plus que n'importe quel repas. Un soir, en rangeant mes papiers, j'ai repensé à Delambre. J'ai revu son regard froid, sa montre suisse, ses mots tranchants. Et soudain, au lieu de ressentir de la colère ou de la honte, j'ai éprouvé une étrange gratitude. Car sans son mépris, peut-être serais-je restée prisonnière de son empire, invisible, oubliée. C'est sa gifle qui avait réveillé ma braise. Et cette braise, aujourd'hui, devenait flamme. Mais chaque flamme, si elle veut grandir, doit trouver de quoi se nourrir. Les premières victoires étaient précieuses, mais elles appelaient à plus grand. Bientôt, l'atelier Lumière allait entrer dans une nouvelle phase, l'expansion, les conquêtes, les horizons qui s'ouvraient. Et avec eux, de nouveaux vertiges. Le succès aux Galeries Lafayette fut comme une étincelle tombée sur une traînée de poudre. Très vite, d'autres portes s'ouvrirent. Un concept store à Lyon, une librairie prestigieuse à Bordeaux, puis un hôtel de luxe de la Côte d'Azur qui souhaitait des carnets personnalisés pour ses suites. Chaque appel, chaque courriel, était comme un petit miracle. Mais derrière l'euphorie, une réalité s'imposait, nous n'étions plus deux femmes bricolant dans un petit atelier de Belleville. Nous étions en train de devenir une véritable maison. Et avec cette croissance venait un vertige nouveau. Juliette et moi avons compris qu'il fallait structurer. Nous passions nos nuits à remplir des tableurs, à calculer nos marges, à chercher des fournisseurs capables de nous suivre. L'artisanat a une beauté fragile, mais l'expansion exigeait une solidité que nous n'avions pas encore. Chaque carnet vendu nous donnait de la fierté, mais chaque nouvelle commande nous donnait aussi de l'angoisse. Serions-nous capables de livrer à temps, sans perdre l'âme de notre travail? Nous avons pris une décision difficile, embaucher. Un premier apprenti, Clément, un jeune passionné de reliure sorti d'une école d'art graphique. Puis une assistante pour gérer les commandes, les factures, les relations avec les clients. L'atelier de Belleville, déjà exigu, est devenu trop petit. Nous avons déménagé dans un local plus vaste à Pantin, près des anciens entrepôts industriels. Le quartier vibrait d'une énergie créative, artistes, designers, start-ups. Nous n'étions plus isolés. Nous faisions partie d'un mouvement plus large, une effervescence où l'ancien savoir-faire rencontrait l'innovation. Mais l'expansion n'était pas qu'une question d'espace. Elle était aussi une question de vision. Fallait-il rester concentré sur la papeterie artisanale,
ou élargir vers d'autres univers? Juliette rêvait de créer une ligne de papier peint, de collaboration avec des maisons de mode. Moi, j'étais plus prudente, je voulais consolider notre base avant de rêver plus loin. Ces débats parfois nous opposaient, mais ils étaient aussi le signe que nous pensions désormais à long terme. Nous n'étions plus en survie, nous bâtissions. Un tournant majeur est arrivé en 2010. Une maison de couture parisienne, réputée pour ses défilés au carrousel du Louvre, nous a contactés. Elle voulait des carnets personnalisés pour ses invités VIP, lors de la Fashion Week. 1000 carnets, avec une dorure à chaud portant leur logo. 1000. C'était à la fois une opportunité immense et un défi colossal. 1000 carnets, c'était des semaines de travail, des nuits blanches, un budget énorme en matière. Nous avons hésité. Mais nous avons accepté. Parce qu'une telle chance ne se refuse pas. Je me souviens encore des nuits passées à l'atelier, la radio allumée en sourdine, Clément découpant des pages à la chaîne, Juliette contrôlant les dorures, moi vérifiant chaque finition. L'odeur de la colle et du cuir imprégnait nos vêtements. Nous étions épuisés, mais une énergie féroce nous portait. Et le jour où les carnets furent livrés, le directeur artistique de la maison de couture nous envoya un message: « Parfait. Vous avez sublimé notre image. » Ces mots valaient plus que l'argent du contrat. Ils valaient reconnaissance. Peu après, notre nom commença à circuler dans des cercles plus larges. Des magazines spécialisés parlaient de nous, Atelier Lumière, l'art du papier à la française. Les commandes affluaient de partout, hôtels, agences de communication, entreprises cherchant des cadeaux haut de gamme. Chaque succès nous propulsait un peu plus loin, chaque article de presse nous donnait une crédibilité nouvelle. Mais derrière la vitrine brillante, je continuais à douter. J'avais 70 ans passés, mes articulations me rappelaient souvent que le temps avançait. Pourrais-je suivre ce rythme encore longtemps? Anaïs, elle, observait tout avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle voyait mes nuits écourtées, mes mains abîmées, ma fatigue grandissante. Un soir, elle m'a prise à part. « Maman, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as déjà gagné. » Mais je lui ai répondu doucement, « Ce n'est pas qu'une victoire pour moi, Anaïs. C'est un héritage que je veux laisser. Tant que je tiens, je continue. » Elle a souri, les yeux humides. « Alors je t'accompagnerai. » C'est elle qui a commencé à s'impliquer dans la gestion, à apprendre le métier, à penser déjà à l'avenir. Mon cœur se gonflait de la voir entrer dans ce monde. Mon combat devenait le sien. Mais avec l'expansion vinrent aussi des épreuves inattendues. Des concurrents ont commencé à imiter nos designs. Certains fournisseurs ont tenté de nous imposer des prix exorbitants. Nous avons dû négocier, parfois nous battre, parfois perdre. Les galeries Lafayette renouvelaient leurs commandes, mais exigeaient des délais de plus en plus serrés. Je voyais Juliette s'épuiser, parfois douter elle aussi. Nous étions montés haut, mais chaque marche ajoutait son lot de tempêtes. Pourtant, chaque tempête nous rendait plus fortes. Nous avons appris à dire non, à protéger notre identité, à refuser de devenir une usine. Nous avons choisi la qualité, toujours. Et c'est cette fidélité à notre âme qui a continué de séduire. En 2014, une nouvelle incroyable est arrivée, notre atelier avait été sélectionné pour représenter la France lors d'une exposition internationale du papier à Tokyo. Quand j'ai reçu la confirmation, j'ai éclaté en sanglots. Moi, Hélène Marchand, humiliée par mon patron à 60 ans, j'allais porter l'art du papier français au Japon. Ce voyage fut un triomphe. Nous avons rencontré des maîtres papetiers japonais, découvert leurs techniques ancestrales, partagé nos savoirs. Les visiteurs admiraient nos carnets comme des objets précieux. À mon âge, je marchais dans les allées de l'exposition avec une fierté que je n'aurais jamais cru possible. J'étais redevenue une ambassadrice, non pas d'une multinationale qui m'avait rejetée, mais de mon propre rêve. De retour à Paris, tout s'accéléra encore. Nous avons ouvert une deuxième boutique, rue du Cherche-Midi. L'atelier Lumière était désormais reconnu. Mais moi, je savais que l'expansion n'était pas seulement un succès économique. Elle était surtout une revanche intime. Chaque carnet vendu, chaque contrat signé, chaque client émerveillé était un coup de ciseau porté contre la voix de Delambre dans ma tête. Une victoire contre l'humiliation passée.
Mais avec la croissance vinrent aussi des défis inédits. Car plus une entreprise grandit, plus elle attire les regards, les critiques, les convoitises. Et je découvrais que le vrai combat ne résidait pas seulement dans le passé, mais dans la capacité à protéger ce que nous avions bâti, face aux tempêtes nouvelles du présent. L'expansion avait un parfum enivrant. Les vitrines brillantes, les articles dans la presse, les commandes venues de Tokyo ou de New York donnaient le vertige. Mais derrière l'éclat, il y avait un prix à payer. Plus l'atelier lumière grandissait, plus les tempêtes se levaient. Je compris vite que le succès attire autant les lumières que les ombres. Le premier défi fut humain. Nous étions passés d'un petit atelier à une équipe d'une dizaine de personnes. Et gérer une équipe n'avait rien d'évident. Les apprentis avaient leurs humeurs, certains employaient leurs ambitions personnelles. J'entendais parfois des murmures, « Madame Marchand est trop exigeante, elle vit encore dans le passé, elle veut tout contrôler. » Chaque mot piquait comme une écharde. Moi qui avais tant souffert de l'humiliation, je redoutais d'être celle qui faisait naître la frustration chez les autres. Juliette me répétait, « C'est normal, Hélène. On ne peut pas grandir sans froisser. » Mais dans mon cœur, je me battais chaque jour pour rester juste, pour ne pas ressembler à Delambre, cet homme qui m'avait écrasé sans remords. Le deuxième défi fut financier. Les grandes commandes exigeaient des investissements colossaux, machines, stocks, loyers. Les banques, soudain, nous regardaient avec intérêt. Certaines proposaient des crédits, d'autres des partenariats. Mais chaque rendez-vous avec un banquier réveillait mes vieilles peurs. Je me revoyais assise devant des tableaux Excel, réduite à une colonne inutile. Allais-je encore devenir un simple chiffre, cette fois dans mon propre rêve? J'avais soif de liberté, mais la liberté se paie cher quand il faut payer des salaires et honorer des délais. Le troisième défi, peut-être le plus cruel, vint des concurrents. Au début, je souriais en voyant apparaître des carnets inspirés des nôtres. Mais bientôt, les imitations se multiplièrent, parfois jusque dans les vitrines voisines. Des grandes marques, avec leurs moyens titanesques, copiaient nos designs, nos marbrures, nos dorures. Elles vendaient moins cher, produisaient plus vite. C'était comme voir un enfant qu'on avait mis au monde arraché par des mains étrangères. Un soir, je me suis effondrée, la tête dans mes bras. À quoi bon lutter, Juliette? Nous sommes des fourmis face à des géants. Elle m'a répondu avec cette flamme dans les yeux, oui, mais des fourmis qui savent bâtir une cathédrale, une pierre après l'autre. Un épisode marqua particulièrement ce tournant. Nous avions été invités à un salon professionnel à Milan. L'atelier Lumière y tenait un stand élégant, sobre, fidèle à notre identité. En face, une grande multinationale exposait, une collection quasi identique à la nôtre. Les mêmes papiers marbrés, les mêmes carnets reliés, les mêmes tons. J'ai senti mon sang bouillir. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai choisi une autre arme. Quand les visiteurs venaient, je leur montrais nos papiers, un à un, je racontais leur origine, leur histoire, je leur faisais toucher la texture, sentir l'odeur. Je ne vendais pas un produit, je transmettais une âme. À la fin du salon, malgré la puissance de nos voisins, nous avions signé plus de contrats qu'eux. C'est ce jour-là que j'ai compris que personne ne pourrait jamais imiter notre authenticité. Mais la croissance mettait aussi mon corps à l'épreuve. J'avais 74 ans. Mes articulations me rappelaient chaque soir que je n'étais plus jeune. Je me levais tôt, je me couchais tard, je portais encore parfois des cartons trop lourds. Anaïs me grondait, « Maman, tu dois déléguer. » Mais déléguer, pour moi, c'était comme abandonner un morceau de mon rêve. Alors je résistais. Jusqu'au jour où je me suis effondrée, en plein atelier, une boîte de papier dans les bras. Les employés se sont précipités, paniqués. Je n'avais rien de grave, juste une fatigue extrême. Mais cet épisode fut un avertissement, je ne pouvais pas porter seul le poids de tout. Ce soir-là, Anaïs m'a pris dans ses bras. « Maman, écoute-moi. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es forte. L'atelier Lumière est là, il existe, il respire. Tu as bâti un héritage. Laisse-moi t'aider à le porter. » Je l'ai regardée, émue. Ses yeux avaient la même intensité que ceux que je voyais dans mon miroir il y a 30 ans. Elle était prête. Alors, pour la première fois, j'ai lâché un peu de contrôle.
Elle a commencé à négocier avec les clients, à gérer les contrats, à penser à l'avenir. J'avais semé, et voilà que ma fille reprenait le flambeau. Pourtant, le défi le plus inattendu n'était pas matériel ni physique. Il était intime. Le succès avait réveillé de vieilles blessures. Un soir, en feuilletant un magazine qui parlait de nous, j'ai vu une photo de Delambre, dans un article voisin. Il souriait, entouré de trophées et de partenaires. Mon cœur s'est serré. Il vivait toujours dans son monde de chiffres et de pouvoir, et moi, malgré ma réussite, je sentais encore le poids de son mépris. J'ai compris que ma plus grande lutte n'était pas contre les concurrents ni les banques, mais contre cette voix intérieure qui continuait de me répéter que je n'étais pas assez. Alors, j'ai pris une décision. J'ai écrit une lettre. Non pas pour lui, mais pour moi. Une lettre où je racontais tout, son humiliation, ma chute, ma douleur, ma reconstruction, mes victoires. Une lettre où je lui disais, « Tu as voulu m'éteindre. Mais tu as allumé un feu qui ne s'éteindra jamais. » Je n'ai jamais envoyé cette lettre. Je l'ai rangée dans ma boîte métallique, avec mes premiers échantillons de papier. Mais ce geste a été une libération. J'avais fermé un chapitre. Désormais, mon énergie n'était plus tournée vers le passé, mais vers l'avenir. Et l'avenir s'annonçait vaste. De nouveaux marchés s'ouvraient, collaboration avec des maisons de parfums, exportation vers le Canada, projets avec des écoles d'art. L'atelier Lumière devenait une référence. Et moi, je marchais dans les couloirs de Pantin, entouré de mon équipe, avec le sentiment d'avoir trouvé ma place. Non pas celle qu'on m'avait donnée. Celle que j'avais conquise. Mais au-delà des défis et des conquêtes, une question revenait sans cesse, qu'allais-je laisser ? Car à 74 ans, le temps n'était plus un allié illimité. Et il me fallait penser au-delà de moi, au-delà même de Juliette. Le vrai héritage n'était pas seulement dans les carnets, mais dans le message que je voulais transmettre, qu'il n'est jamais trop tard pour renaître. Le soir tombait sur Pantin, et l'atelier baignait dans une lumière dorée. Les piles de carnets, les rouleaux de papier, les rubans soigneusement rangés formaient un paysage qui me semblait à la fois familier et miraculeux. J'avais 74 ans, et je contemplais le fruit de 14 années de combats, de nuits blanches, de victoires arrachées à la peur. L'atelier Lumière n'était plus un rêve fragile, c'était une maison respectée, un nom connu, une équipe soudée. Mais surtout, c'était devenu quelque chose qui me dépassait. Et ce soir-là, pour la première fois, je me suis demandé, qu'allais-je laisser ? Je regardais Anaïs, penchée sur son ordinateur, en train de répondre à un client canadien. Ses cheveux noirs retenus en chignon, son front barré de concentration, ses doigts rapides sur le clavier. Elle avait repris mes gestes, mais à sa manière. Plus moderne, plus affirmée. Elle parlait d'avenir avec des mots qui me dépassaient parfois, digitalisation, e-commerce, branding. Et moi, je la regardais avec un mélange de fierté et de soulagement. Elle tenait le flambeau. Elle n'avait pas seulement appris le métier, elle l'avait adopté, transformé, fait sien. Je savais alors que l'atelier Lumière ne mourrait pas avec moi. Juliette aussi faisait partie de cet héritage. Plus qu'une associée, elle était devenue une sœur d'âme. Nous avions traversé ensemble des tempêtes, des désaccords, des épuisements. Mais jamais nous n'avions cessé de croire en notre petite lumière. Elle me disait souvent, « Hélène, tu as donné à ce projet une âme que je n'aurais pas su trouver seule. » Je lui répondais, « Et toi, tu m'as tendu la main quand je ne croyais plus en moi. » Nous savions toutes deux que ce que nous avions bâti n'était pas seulement une entreprise, c'était un témoignage de résilience. Je repensais souvent à mes débuts. À ce bureau froid de Delambre, à la montre suisse qui avait rythmé mon humiliation. Et aujourd'hui, quand je passais devant l'ancien siège de la maison, sur le faubourg Saint-Honoré, je ne ressentais plus de colère. Seulement une distance, presque de la tendresse ironique. Delambre avait voulu me réduire à un chiffre inutile. Mais en m'effaçant, il m'avait obligé à écrire ma propre histoire. Et cette histoire avait conduit à une revanche plus belle que toutes mes colères, non pas sa chute, mais ma renaissance. Le legs, je le comprenais, ne se mesurait pas seulement en mur ou en carnet. Il se mesurait en visage. Dans les yeux de Clément, devenu maître relieur et formateur de nouveaux apprentis. Dans le sourire de Nadia, notre assistante,
qui avait retrouvé confiance en elle grâce à son travail ici. Dans la fierté d'Anaïs, qui parlait de l'atelier Lumière comme de « notre maison familiale ». Mon héritage, c'était cela, une communauté de vie transformée par un rêve que j'avais refusé d'abandonner. Un jour, une école d'art de Montreuil m'invita à témoigner devant de jeunes étudiants. Je me tenais devant eux, tremblante comme à mes 20 ans. Je leur racontais mon parcours, l'humiliation, la chute, le vide, puis la braise, le combat, la flamme. Certains prenaient des notes, d'autres avaient les yeux brillants. À la fin, une jeune femme leva la main. « Madame Marchand, quel est le secret? Comment continuer quand tout semble fini ?» J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit, le secret, ce n'est pas de croire qu'on est invincible. Le secret, c'est d'accepter d'être fragile et de marcher quand même. Même à petits pas. Même en tremblant. Parce qu'un pas, c'est déjà un refus de tomber. En rentrant ce soir-là, j'ai écrit cette phrase sur un papier vergé. Je l'ai encadrée et accrochée à l'atelier. Un pas, c'est déjà un refus de tomber. Elle est devenue notre devise. Les années passaient, et je sentais mes forces décliner. Mais au lieu de craindre cette lente usure, je l'acceptais comme une transition. Je n'avais plus besoin d'être au centre. Je pouvais devenir celle qui transmet. Je passais mes journées à former les jeunes, à leur apprendre le toucher du papier, la patience de la coupe, l'art de la reliure. Je leur disais, chaque feuille que vous tenez a une histoire. Traitez-la comme un visage aimé. Ils souriaient, parfois sceptiques, mais je voyais leurs gestes s'affiner. Je savais que même quand je ne serais plus là, ces gestes continueraient. Un après-midi d'été, Anaïs m'annonça, « Maman, j'ai une idée. Et si on ouvrait une fondation ? Pour aider les femmes de plus de 50 ans à se reconvertir, à créer, à entreprendre ?» J'ai senti mon cœur s'élargir. Elle avait compris l'essence de mon combat. Ce n'était pas seulement de faire vivre le papier. C'était de prouver qu'il n'est jamais trop tard pour renaître. La Fondation Lumière vit le jour l'année suivante. Et là, je sus que mon héritage dépassait l'atelier. Il devenait un message universel. Je me revois encore, à 74 ans, assise dans ma petite cuisine de Montreuil, une tasse de thé entre les mains. Dehors, les bruits familiers de la ville, les enfants qui jouent, les scooters qui passent. Je souriais en pensant au chemin parcouru. La femme humiliée, tremblante devant un bureau, n'existait plus. Elle avait laissé place à une femme debout, fière, aimée, entourée. Une femme qui avait prouvé à elle-même et aux autres qu'on peut se reconstruire, quel que soit l'âge. Et si je devais laisser un dernier message, ce serait celui-ci. À toutes les femmes qui m'écoutent, en France ou ailleurs, je vous le dis, peu importe si vous avez 60, 70 ou même 80 ans. Peu importe si l'on vous a humilié, rejeté, oublié. Vous portez en vous une braise. Elle peut sembler minuscule, presque éteinte. Mais il suffit d'un souffle, d'un oui murmuré, d'un pas hésitant, pour qu'elle redevienne flamme. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes fini. Le temps n'est pas un mur. Le temps est un allié pour celles qui osent recommencer. Moi, Hélène Marchand, j'ai été humiliée par mon patron à 60 ans. Et à 74 ans, j'ai racheté l'entreprise qui m'avait rejetée. Non pas par vengeance, mais par justice. Et parce qu'au fond, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de toutes les femmes qui, un jour, décideront de transformer leurs cicatrices en lumière. Si cette histoire vous a ému, dites-moi en commentaire d'où vous la regardez. Peut-être de Paris, Lyon, Marseille, ou d'un petit village où l'on croit encore au miracle. J'aimerais lire vos mots, sentir vos présences. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre aussi.